intramusculaire de morphine dans la cuisse. Allez, en avant. Il me faut absolument de l'eau, donc s'il y a des moyens, il faut le faire venir. Chaque année, des incendies majeurs ravagent les forêts de la planète. Or, tous les pompiers du monde le savent bien. Pour éviter qu'un feu ne devienne incontrôlable, il faut intervenir le plus tôt possible. Quand ces incendies se déclenchent dans des zones inaccessibles, il n'y a qu'un seul moyen d'éviter la catastrophe. Il faut faire appel aux commandos feux de forêt. À travers le monde, des unités de pompiers se spécialisent dans l'extinction des feux inaccessibles. Elles ont adopté des techniques propres à leur environnement forestier. Au Canada, en raison de l'immensité du territoire, les smoke jumpers de la Colombie-Britannique atterrissent en parachute directement sur les zones enflammées. Pour s'assurer d'être autonomes plusieurs jours de suite, ils se font également parachuter tout le matériel dont ils ont besoin. En France, le détachement d'intervention héliporté de la sécurité civile est capable d'intervenir sur tous les terrains isolés grâce aux moyens héliportés de l'armée de terre. Ils peuvent intervenir partout dans le monde. Sur l'île de la Réunion, ils devront d'ailleurs combattre un feu sur plusieurs fronts à la fois. Leur seul équipement sera celui qu'ils auront porté eux-mêmes sur leur dos. Dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur, le groupe Milieu Périlleux des pompiers du département intervient sur les feux de foudre qui frappent régulièrement les crêtes des montagnes. Ces hommes sont tous des commandos du feu, spécialement formés pour aller à des endroits où les autres pompiers ne vont pas. Nous sommes sur l'île de la Réunion. Un feu gigantesque d'origine criminelle sévit depuis plusieurs dizaines de jours. Il a déjà détruit plus de 2800 hectares de forêt. Les hommes, à bord d'avions Dash-8 de la sécurité civile, tentent d'endiguer le feu. Toutefois, ces appareils sont surtout conçus pour circonscrire les incendies. Ainsi, l'intervention des pompiers devient indispensable pour terminer le travail, tout particulièrement dans des zones accidentées. Ils sont présentement sur le site du Maido, à 2000 mètres d'altitude, une zone inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les flammes grimpent le long des parois végétales du cirque de Mafat. Pour l'instant, elles sont maîtrisées par le détachement d'intervention héliportée, aussi appelé DIH. En fait, ce qui est super efficace, c'est quand tu passes le bas et que tu largues tout à peu près à 5 mètres sol, ça fait un impact sur la tête de feu et ça me calme la tête de feu. Et c'est pas grave, mes mecs sont en sécurité. Hein. Le DIH se trouve dans une zone isolée où le ravitaillement en eau est plutôt compliqué. C'est d'ailleurs pour cela qu'on fait appel à eux. Là, je suis en DPS, là, mais il me faut absolument de l'eau, donc s'il y a des moyens, il faut le faire venir. La situation actuellement, là j'ai les 2 DIH au contact, j'ai 4 hélicoptères là, qui me donnent un gros coup de main. J'ai pour mission de tenir le feu avant qu'il ne monte sur le plateau du cirque de Mafat. Et pour l'instant la situation est assez critique parce que j'ai pas beaucoup d'eau sur le secteur et j'ai un front de flamme d'à peu près 500 mètres. Des foyers ont été allumés un peu partout dans le cirque de Mafat. Avec le vent, d'autres vallées inaccessibles se sont embrasées. Seul le DIH peut intervenir. En attendant l'arrivée des hélicoptères qui doivent les ravitailler en eau, les soldats du feu combattent avec ce qu'ils ont sous la main. Malheureusement, de nouveaux foyers s'embrasent un peu partout.
et les hommes se font vite dépasser. Pour reprendre le contrôle de la situation, il faut une coordination parfaite entre les bombardiers d'eau et les hommes sur le terrain. Les hélicoptères étouffent la majeure partie du feu. Les hommes finissent le travail pour s'assurer que la zone ne s'embrase pas à nouveau. Après de nombreuses heures de travail, l'équipe du DIH est finalement arrivée à éteindre tous les foyers d'incendie. Sur les crêtes du cirque de Mafat, grâce à la bonne coordination entre les hélicoptères et les pompiers au sol, le feu est enfin contenu. Ils sont parvenus à éviter que l'autre versant ne s'embrase. On l'a attendu en haut depuis le début là-bas jusqu'à ici en remontant. Et puis pour l'instant, il n'est pas passé, donc on a de la chance. Tant mieux. Le détachement d'intervention héliportée est basé dans le sud de la France, à Brignoles. Spécialistes des interventions dans les zones isolées, les pompiers bénéficient d'un équipement de pointe. Pour intervenir rapidement, ils disposent de 3 appareils. 2 Pumas pour le transport des hommes et de leur matériel et une Gazelle pour les opérations de commandement et de coordination. C'est à bord de cet appareil qu'ils évaluent la situation avant d'envoyer les hommes sur le terrain. Les hommes d'apport, c'est pas ça. Donc là, l'enjeu, on a un feu qui est parti juste derrière la crête du Juste, qui est juste derrière nous, là. Et en fait, on a des poteaux électriques qui sont menacés, parce qu'il y a des largages d'avions bombardiers d'eau qui ont été effectués. Mais sauf qu'il y a encore des fumerolles qui persistent au niveau des poteaux téléphoniques. Et on va éteindre le sinistre à ce niveau-là. C'est du vrai ou du faux que vous me dites là? Non, là, c'est un exercice actuellement. D'accord, mais on fait comme si c'était... On fait exactement comme si on était en situation réelle. On va évaluer la section entière et évaluer les jeunes qui viennent d'arriver, voir s'ils sont au niveau requis pour ce genre d'exercice. Aujourd'hui, c'est pas les vacances. Pour pouvoir faire partie du DIH, il faut d'abord être pompier, puis réussir l'examen propre aux techniques héliportées. Là, c'est la journée test. Depuis 2 semaines, on se prépare à celle-là. Mais on est attendu. On est nouveau. Notre premier établissement. Donc voilà, un peu de pression, mais ça va aller. Les soldats du feu atterrissent sur ce qu'on appelle une zone de dépose. Ils doivent être complètement autonomes en matériel et en eau pour éteindre l'incendie à 1,5 km de là. Tu prends les 2 autres, on est raccord debout. Et tout le matériel qui va nous permettre d'accéder au feu. L'hélicoptère est en train de poser des bâches, pleines en eau, 1000 litres. Et les groupes vont commencer à évoluer en direction du feu. À partir de la zone de dépose, tout le matériel est porté à dos d'homme. Leur charge pèse environ 40 kilos. Okay. C'est bon. Ouais. 3 tuyaux. Les hommes n'ont pas une seconde à perdre. Le scénario établi par les instructeurs ne leur laisse pas le choix. Là, dans le thème exercice, oui, il y a quand même une pression de délai. Pour l'instant, il n'y a pas de vent sur zone. Donc il reste quelques fumerolles, mais on annonce un vent qui va se lever à compter de 15 heures. Donc c'est-à-dire en 2 heures, le sinistre d'être bien plus critique de ce qu'il y a actuellement. Le long du déploiement des tuyaux, les hommes doivent installer une quantité de matériel impressionnante. Tout est indispensable pour acheminer l'eau correctement. Donc là, ils sont en train d'installer une bâche tampon, en fait.
Là, on arrive à une distance d'établissement et un dénivelé tellement important qu'on a trop de pression au niveau des tuyaux. Donc on est obligé d'installer une bâche tampon pour absorber toute la pression qui est contenue dans les tuyaux. Quand on fait 150 mètres de dénivelé négatif, on est à 15 bars de pression. Et comme nos tuyaux sont éprouvés à 15 bars de pression au travail, on ne peut pas les dépasser. Donc c'est-à-dire que là, il faudra faire en sorte d'absorber la pression. Et c'est avec ce genre de système qu'on y arrive. L'installation du matériel se fait à l'aide d'appareils électroniques. GPS pour calculer l'itinéraire et la longueur des tuyaux et altimètre pour mesurer le dénivelé du terrain. Il te reste 500 là? À peu près, 489. Il faut qu'on ait une visu là, sur le poteau, là, parce que là, on me semble un peu grand, 500. C'est sûr, c'est tout droit. C'est sûr que c'est tout droit là? C'est sûr, c'est sûr. Donc là, on peut voir l'objectif à atteindre, là, c'était au niveau du poteau. Donc là, la section est quasiment arrivée à l'objectif. Elle a tenu ses délais, donc pour moi, c'est satisfaisant pour l'instant. L'opération va rapidement connaître quelques difficultés. Le chef de la section en évaluation ne dispose pas de tuyaux du bon diamètre pour faire le raccordement correctement. Même s'il sait qu'il perdra du temps, il a demandé qu'on lui apporte des tuyaux plus petits. Sa décision ne plaît pas beaucoup à son évaluateur. Pense toujours. Tout le temps de l'eau, il faut que j'ai de l'eau. Maintenant, il faut que j'ai de l'eau. Surtout que là, t'es vraiment à 2 pas, c'est pas comme au début. Ok, la proposition que je fais, tu sais qu'à 15h, t'as le vent qui va se lever et que si t'éteins pas tes fumerolles au niveau de ton poteau, là t'es comme un con. Là. Parce que là, c'est pas deux fumerolles que tu vas éteindre, c'est un feu qui va repartir plein pot. Là. Allez, on est parti. Comme c'est un exercice, on a le lieutenant-chef de section qui est en première évaluation. Donc là, je suis en train de noter tous les petits points améliorés et les points positifs, bien sûr, de sa manip. Pour ensuite faire un rétex à l'issue de l'exercice. C'est des contraintes qu'on s'impose, parce que c'est dans l'évaluation qu'on permet de voir les problèmes, de voir les difficultés, et c'est à ce moment-là qu'on s'améliore. Ça permet également de se mettre une pression soi-même pour être le meilleur jeu d'intervention, en fait. Chaque exercice amène une expérience en plus, et finalement, à chaque fin d'exercice, on progresse, quoi. Voilà. Il y a les capitaines par ici. Capitaine qui m'apporte aussi ses conseils par son expérience, puisque lui a commandé cette section pendant 2 ans déjà. Voilà. Oui, tu mets la division et une 27 à côté. Non, je vois plus d'eau là au niveau de tes lances, là, c'est normal? Ah non, c'est pas normal, là ça va poursuivre, pas de souci. Un problème de motopompe apparemment. Malheureusement pour le chef de section, une motopompe est tombée en panne. L'équipe va encore perdre du temps. C'est sûr, il vaut mieux l'avoir maintenant que sur un vrai feu là. Ouais, pour anticiper tous les petits détails qui vont pouvoir nous pourrir la vie une fois qu'on sera vraiment sur le terrain. Golf 2 de Golf 3. C'est un métier difficile, mais finalement on vit de bonnes aventures et de très bonnes expériences. Voilà. On a l'occasion de partir à l'étranger, faire des bonnes missions avec une bonne section, c'est pas mal. La préparation des différentes sections du DIH, aussi appelée Golf, est stricte et rigoureuse. Les hommes sont envoyés sur le terrain lorsque tout est totalement opérationnel. Sur l'île de la Réunion, il est maintenant 6 heures du matin. Le commandant du DIH est toujours sur le pied de guerre. Le combat est loin d'être terminé. Vous pouvez prendre ça avec vous, les gars. Donc là, on va profiter de la météo clémente aujourd'hui pour partir faire une petite reconnaissance sur le chantier qu'on a traité hier et vérifier qu'il n'y a plus de points chauds, que le travail est efficace. S'il reste encore des points résiduels, la mission va être de ploter ces différents points au GPS pour qu'après, les hommes au sol puissent intervenir dans les meilleures conditions. C'est le travail du chef DIH le matin, au début de la mission, de coordonner les moyens, de définir les enjeux prioritaires pour la journée, et ce depuis le début du feu, depuis maintenant plus de 15 jours. Le feu a bien été contenu sur les crêtes du Maïdo. Toutefois, la chaleur est telle qu'elle s'est propagée par le sol, créant ailleurs d'autres foyers. Nous avons affaire à une roche volcanique qui garde extrêmement longtemps la chaleur,
qui, de temps en temps, dès lors qu'il y a un cône de propagation, une cheminée, une faille en fait dans la roche, permet à la chaleur de remonter à la surface et de renflammer les végétaux. Et en plus de ça, on a un phénomène assez particulier, c'est qu'on a une terre très volatile qui, au contact de la chaleur, se déshydrate. Ça fait une espèce de poudre qui ne fait qu'accélérer ce phénomène. Et même si on n'a pas l'impression qu'il y ait le feu, on a un feu qui couve. Et avec la chaleur, la journée et un petit peu de vent, il est capable de renflammer les végétaux. On pense avoir circonscrit le feu en faisant des tranchées et en noyant. On pense avoir gagné la guerre, mais tout compte fait, le lendemain, quand on revient, eh bien, le feu s'est propagé. C'est un phénomène sans fin. L'État français a réquisitionné tous les appareils civils à sa disposition pour faire face à la catastrophe. Le DIH est indispensable. Il n'y a pas d'accès terrestre et le seul moyen de pouvoir intervenir, c'est par les airs grâce aux hélicoptères. Donc là, actuellement, nous travaillons dans cette zone-là. Une zone relativement complexe dans la mesure où il y a une ravine inaccessible à tout moyen terrestre avec un dénivelé de 30 à 40 mètres et seul le détachement intervention héliporté peut travailler. C'est une des priorités du commandement des opérations de secours dans la mesure où cette zone est un véritable gruyère. Il y a des points chauds au milieu du verre qui pourraient s'embraser à tout moment. Les hommes se mettent en route pour effectuer un travail de taille. Ils doivent relier les zones à éteindre éparpillées un peu partout dans un environnement particulièrement accidenté. En fait, je voulais juste pisser. Voilà, donc en fait avec la reconnaissance hélico de ce matin, donc on a pu voir en fait les gros points chauds. On peut le voir là, ça a commencé à grignoter, à brûler. Donc là on a une petite ravine qui fait à peu près 50 000 mètres, 50 mètres cubes de flotte. Donc on va pouvoir traiter toute cette lisière de façon à progresser vers la route. Ah oui, donc. Les hommes avaient vu juste. À peine arrivés sur le site, les foyers s'embrasent de nouveau. Là, il y a plusieurs points chauds à droite et à gauche, sur à peu près 100 mètres. Donc voilà, le soleil commence à pointer son nez et à faire ressortir tous les gros points chauds. Donc si ce point chaud-là, on ne le traite pas rapidement, ça peut reprendre dans le verre très rapidement. On va faire un layonnage. Donc un layonnage consiste à faire un petit passage de façon à pouvoir passer les tuyaux sans être ennuyé par les branches à droite et à gauche. Et surtout pour pas que les tuyaux soient chauds dû aux reprises à droite et à gauche. On va mettre 2 bâches de 1000 avec une motopompe. Et on fera une réserve d'eau ici, parce que la motopompe, elle ne va pas pousser jusqu'ici. D'accord La ravine, elle est trop haute. Donc, ce qu'on va faire, vous allez me chercher 2 bâches avec Golf 2. Ils vont mettre 2 packs aussi. Et vous me ramenez le matériel. Motopompe, jerrycan, tout. Total. C'est fait pour faire un relais. 2 bâches de 1000 Oui. Avec ces 2 bâches, on va pouvoir traiter tous les points chauds avec une bonne pression. Et surtout, d'attaquer avec une grosse lance. De façon à pouvoir rentrer en jet bâton profondément dans le sol. Pour venir à bout des points chauds, les pompiers travaillent en binôme. L'un avec une lance, l'autre avec un râteau. Il est indispensable de tout noyer parce que la terre est tellement chaude
que si on se contente de traiter que la surface, ça risque de repartir. Donc il y a un équipier qui gratte, qui fait des grosses tranchées pour noyer en profondeur, essayer de descendre jusqu'à 50-60 cm. Et le râteau, là, ça sert à quoi, là? Alors là, ce qu'on appelle un râteau riche, ce qui permet d'aller chercher, de couper les racines pour éviter que le feu ne se propage et de faire de belles tranchées. Ah, c'est complètement un travail de fourmi, mais c'est indispensable. C'est la seule solution pour en arriver à bout. La guerre n'est pas finie, mais là aujourd'hui on a gagné une bataille significative. Je pense que là on est bien parti. Deux jours plus tard, c'est à recommencer. Le commandant du DIH doit évaluer la situation. Le feu est maîtrisé, il est sous contrôle, il n'y a plus de risque, mais ce n'est pas pour autant que la situation est complètement claire. Dans notre jargon, quand on dit clair, c'est qu'on peut se permettre de quitter le chantier, de quitter le feu et que tout se passe bien. Il y a toujours des points chauds résiduels, des zones où le feu couve, et c'est notre combat actuel. Nous sommes au 17e jour de ce combat contre le feu. Les hommes fatigués deviennent plus exposés encore aux accidents. J'ai mon stéthoscope, hop, une boîte à aiguilles si j'ai besoin de perfuser quelqu'un. Le capitaine Marcia n'est pas un pompier comme un autre. C'est avant tout un médecin dont la présence est indispensable au sein de l'équipe du DIH. On peut très bien avoir des problèmes traumatologiques parce que donc le terrain est très escarpé, on n'est pas à l'abri que quelqu'un se blesse. Alors ça peut aller de l'entorse bénigne de la cheville à la fracture de la jambe. Et puis voilà, ça c'est casse-gueule. Donc dans le cadre du DIH, comme c'est des sections qui interviennent en étant isolées, on a un médecin ou un infirmier pour pouvoir mettre en condition une victime éventuelle. Si la terre est hyper chaude, tu peux très bien avoir des mecs qui se mettent des braises dans les chaussures. C'est comme ça là qu'il y a eu des cas de brûlure cette semaine parce que la terre est très chaude en profondeur, plusieurs centaines de degrés. Le commandement est aux petits soins avec ses hommes. Hydratation régulière et bonne alimentation. Rien n'est laissé au hasard quant à la bonne santé et au bon moral des troupes. Là, c'est les repas qui arrivent. Avec un de nos équipiers, les repas ont été récupérés sur la zone, sur notre zone de posée, récupérés ou amenés en hélico en fait. Et donc on est ravitaillés pour pouvoir manger sur le terrain et poursuivre la mission toute la journée. À table ? Voilà. C'est comment? Délicieux. Excellent. C'est important ces moments-là? Grave, ah oui. Pourquoi? Pas de manger, pas de travailler. Carburant. C'est ça, hein. Comme une voiture, s'il n'y a pas de gasoil, la voiture n'avance pas. Les premières bouchées. Même endroit, ouais, on repart remplir. De l'autre côté de la colline, la zone à traiter est trop éparpillée pour pouvoir installer les tuyaux et les motopompes. Le travail est encore plus difficile. Chef, vous voulez quoi? Il y a besoin de remplir les saupompes ou pas? Allez, c'est parti. Les points chauds sont invisibles à l'œil nu et se cachent plusieurs centimètres sous la terre, prêts à s'enflammer à tout moment. Là, on monte très facilement à 450 degrés aussi. Là, c'est vraiment de très très gros points chauds. Il y en a plusieurs sur le chantier. D'où l'importance d'avoir une caméra thermique, de façon à pouvoir répertorier les points chauds et venir plusieurs jours s'il le faut pour faire une extinction totale. Pendant que le premier pompier gratte le sol, le second va chercher de l'eau, plusieurs centaines de mètres plus loin.
merde. On est là. Je suis le lion. Hein. Là. Hein? Je te laisse mouiller un petit peu. D'après ce que je vois, ça a baissé en température. On voit plus de points jaunes et plus de points rouges. Donc, ce qui prouve bien que, en fait, en grattant, on arrive vraiment à trouver les braises et à les refroidir avec les gilets pompes. La tâche se termine pour l'adjudant Rousseau et ses hommes. Toutefois, ils ne sont pas encore au bout de leur peine, puisqu'ils doivent maintenant retrouver les autres à la marche. Là c'est la fin de journée, vu qu'on est complètement pris par les nuages, j'ai pas de possibilité pour évacuer les hommes en hélicoptère. Donc ils ont dû marcher sur plusieurs centaines de mètres et heureusement on a retrouvé une piste et ils vont être récupérés par un camion militaire pour être ramenés au logement. Les hommes du DIH seront démobilisés 45 jours après leur arrivée. Ils ont travaillé 6 jours sur 7, 14 heures par jour, à 8000 km de chez eux. Le sud de la France est régulièrement touché par des feux de forêt durant la période estivale. Lorsqu'ils ne sont pas contenus dès les premières minutes, ces incendies prennent des proportions catastrophiques et demandent des moyens humains et aériens extrêmement importants. Dans les Alpes-Maritimes, l'environnement montagneux complique encore plus le combat du feu, particulièrement quand il est provoqué par la foudre dans des zones inaccessibles. Le seul moyen de les éteindre à temps consiste à descendre en rappel à partir d'hélicoptères. Nous sommes sur la base des hélicoptères feux de forêt du département. Aujourd'hui, le groupe Milieu Périlleux met en place pour la première fois un protocole d'intervention. Là, on fait le point sur le matériel qui est nécessaire pour les personnels qui peuvent intervenir dans le cadre des missions impact feu de foudre, feu naissant en montagne, en zone inaccessible. La sous-pompe. Ok. Des bouteilles d'eau. Oui, mais il faut bien qu'on le de 6 manuels. Ils établissent toute la liste du matériel indispensable à emporter, à la fois pour l'extinction du feu et pour les hommes. On doit avoir 2 à 3 jours d'autonomie, chacun, en termes d'alimentation, de nourriture, pharmacie, et de ne pas passer une nuit à la Belle Étoile. C'est notre matériel pour chaque intervention, on l'a en permanence dans le sac. Les pompiers départementaux du groupe Milieu Périlleux sont les spécialistes pour intervenir sur corde. Toutefois, il n'existe pas encore de règles précises pour descendre d'hélicoptère avec un équipement lourd. Non, attends. Là, il faut faire 2 tours morts et c'est fini. Hein. On est en train de tester. Rick, toi, si tu restes à la porte, comme ça à la porte, le sac, il est en dessous, tu le jettes. Chacun fait un peu avec une technique plus ou moins personnelle. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est uniformiser la technique de façon à ce qu'il n'y ait pas de réflexion et que ça coule de source. Pour tout type d'opération, on fasse un canevas que chaque équipe puisse respecter. La corde est là-bas déjà? Oui. Manu, il faut la mouiller. Hein. Je vais le faire. Avant de partir. Je vais le faire. Pourquoi faut mouiller les cordes? Alors, mouiller les cordes, déjà la corde mouillée, elle sera beaucoup plus fluide qu'une corde sèche. Donc on aura moins d'à-coups, phénomène d'à-coups, et c'est super important pour la stabilité de l'hélico. Et 2 JO, c'est normalement une descente qu'on va faire assez rapide sur la corde, et si la corde n'est pas mouillée, en fait, on va la brûler, on va la vitrifier, on va l'abîmer.
Ok, c'est chaud quand même. Ouais. Oui, c'est... Il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas, donc il faut qu'on répète quoi. La difficulté de l'intervention consiste à combiner rapidité et sécurité. Le moment le plus délicat est la sortie de l'hélicoptère lors du passage sur corde. Si jamais l'hélico il fait ça, toi tu pars avec hein. Quand t'es en train de... Non, t'es longé en bas. Ouais. Faut te longer en haut. Il existe 2 points de retenue sur l'hélicoptère. Le premier au plafond et le second au sol. Ça permet justement, une fois qu'on est pendu sur la longe courte, ça permet de prendre le sac qui est volumineux et qui est lourd, de le mettre, de le sortir de la machine, de le passer entre les jambes, de vérifier qu'il ne passe pas entre la machine et les patins. Et une fois qu'il est bien positionné, on met son descendeur en place et on descend. Dernier essai pour les hommes du GMP. Ils doivent déterminer avant la fin de la journée la technique la plus adaptée. Ce que je viens de faire, ça marche impeccable. Hein. La façon dont on a longé le kit, ça pose aucun problème pour descendre. On s'approche du bon protocole. En Europe, les moyens héliportés restent la façon la plus efficace pour déployer les commandos feux de forêt le plus rapidement possible sur les lieux d'un feu. En Amérique du Nord, là où le territoire est immense, seul l'avion permet d'atteindre le plus vite possible les zones embrasées. Dans l'Ouest canadien, la foudre est souvent responsable de feux de forêt dévastateurs. De plus, les nombreux résineux qui les composent, comme l'épinette noire, s'enflamment extrêmement facilement. OK, je vois la cible pour le saut. Ne vous laissez pas entraîner dans le mauvais sens du vent. Heurtez les arbres par-dessous plutôt que par-dessus, OK? Est-ce que ça va? En plein dedans! Nous devons couvrir de grandes distances entre chaque expédition et rejoindre des feux souvent très étendus. Nous devons être en mesure de déployer rapidement beaucoup de gens et d'équipements sur les sites, efficacement et au plus bas coût possible comparativement à d'autres moyens. Notre logistique doit faire en sorte que notre équipe soit l'outil d'extinction des feux le plus simple à utiliser pour le centre d'incendie, afin d'accéder et d'éteindre les incendies dans des zones difficiles d'accès. Chaque année, au printemps, le service incendie forestier de la Colombie-Britannique doit recruter une dizaine de nouveaux smoke jumpers. Chacun doit participer à un stage intensif de 3 semaines. C'est la dernière semaine de stage. Les élèves effectuent leur 3e saut.
mais ils ont encore beaucoup à apprendre. La poignée de droite! La poignée de droite! En fait, je disais au parachutiste de tirer sur sa poignée de droite pour se diriger. Comme vous pouvez le voir en ce moment, le vent souffle dans mon visage. Les parachutistes doivent s'orienter ainsi également. Ce qui arrivera, c'est que le vent va me porter comme ceci, et je vais me mettre à accélérer très rapidement. Alors maintenant, au lieu d'aller à 5000 à l'heure, lorsque je suis face au vent, je vais me mettre à descendre de côté, si on peut dire, à peut-être 15 000 à l'heure. Pour éviter les accidents lors de ce saut, les instructeurs ont choisi un champ dépourvu d'arbres. Pour faire les sauts suivants, les stagiaires devront progresser rapidement. Les choses sérieuses commencent pour le groupe. Les stagiaires vont passer les 3 prochains jours à descendre dans des zones de plus en plus difficiles. Ils doivent, à la fin du stage, pouvoir atterrir sur n'importe quel type de terrain et intervenir n'importe où. Les vérifications sont importantes? Oui. Pourquoi? Pour s'assurer que tout est en état et que tout est prêt pour le saut. As-tu bien ton sac harnais? Oui. Et ta voile de secours? Oui. Suspente? Oui. Bonsoir à toi. Merci. Le service incendie met à la disposition des Smoke Jumpers un appareil spécialement adapté pour ce genre de mission. On appelle cet appareil un avion TOL, qui est un anagramme de Take-Off and Landing. Toutes les commandes sont conçues pour faciliter le décollage à basse vitesse. Il a des ailes très épaisses et une large queue. Son moteur est très puissant pour un appareil de cette taille. Aujourd'hui, la zone d'atterrissage est étroite et entourée d'arbres. Les stagiaires ont intérêt à bien maîtriser leur parachute. Assez difficile. C'était mon premier atterrissage dans une si petite zone, alors c'était difficile. La tâche est difficile, mais les Smoke Jumpers doivent pouvoir atterrir dans des endroits inaccessibles. Heureusement, leur équipement est conçu pour ça. Ces costumes sont faits en Kevlar, le matériau avec lequel on fait également des gilets pare-balles. Ils sont plus minces, mais ils résistent aux égratignures des branches et des roches. Ils sont rembourrés aux articulations et derrière, au cas où on frapperait une pierre, un arbre ou quelque chose comme ça. Après leur saut, les hommes se font larguer tout le matériel dont ils ont besoin pour lutter contre le feu et être autonomes 3 à 4 jours de suite. Nous sommes dans les bois. Ce n'est pas tout à fait comme dormir à l'hôtel, en ville. En temps normal, les feux sont dans des endroits inaccessibles, qui ne sont pas reliés par des routes. Nous n'avons pas le choix. Quand on est là, on est là. On doit rester quelques jours, éteindre le feu, travailler. Tout ce qu'on reçoit arrive par avion. Ouais, mais j'aime ça, personnellement. Ce n'est pas pour tout le monde, mais...
Ces derniers temps, je ne crois pas que nous avons eu une journée de congé depuis 2 ou 3 semaines. Alors, tous les jours, c'est un peu difficile. C'est long. Nous devons nous mettre au lit, le soleil est couché. C'est l'heure de dormir. Les hommes sont fatigués, mais ils ne sont pas encore au bout de leur peine. Le lendemain matin, la température a chuté de 20 degrés. Une mauvaise surprise pour les hommes. Le stage ne s'arrête pas pour autant. Au Canada, le passage du printemps à l'été est si rapide que la période de formation doit se faire à ce temps-ci de l'année si nous voulons être prêts pour les feux. Nous avons déjà éteint quelques feux cette année. La semaine dernière a été plutôt occupée. Alors nous pourrions être très occupés bientôt. Les stagiaires n'ont pas le choix. Même s'il y a de la neige au sol, ils vont devoir effectuer des sauts encore plus techniques aujourd'hui. Plus ils sont sur le point d'obtenir leur certification, plus les zones d'atterrissage sont petites et plus leurs performances doivent être satisfaisantes. Les critiques sont de plus en plus sévères. Aujourd'hui, c'est un jour important pour eux. Ce n'est pas la meilleure journée pour sauter, mais je suis certain que tout va bien se passer. Ce matin, le vent est tournant et la cible de saut est toute petite. Les conditions sont difficiles et les stagiaires doivent faire leurs preuves. L'un des stagiaires n'a pas manipulé son parachute correctement et va atterrir dans les arbres. Ce type de situation peut facilement se terminer en accident. Un instructeur accourt pour voir si le jeune homme est blessé. Heureusement, bien que son parachute se soit accroché dans les arbres, lui se trouve au sol. Oui, j'ai vu ça. J'ai senti que je perdais le vent alors que j'en avais besoin. Ça arrive parfois. Heureusement, les arbres ici ne sont pas très hauts. Quand tu tournes, tu fais des tours complets. Ce sont de petits tours, mais ce que je veux voir là-haut, c'est que tu ne tournes pas. Je veux voir seulement des petits ajustements. Tu aurais pu être là, dans cette position, mais tu aurais pu tourner un peu de ce côté, un peu de ce côté. C'est comme lorsque tu fais du ski et que tu dois éviter des portes. Tu contournes une porte, tu en contournes doucement une autre, mais tu as fait trop de tours. Tu as perdu de l'altitude et tu n'as pas eu le temps de te rendre au bon endroit. Il va falloir maintenant récupérer le parachute. Un travail de routine pour le smoke jumper. Nous allons utiliser un outil que nous transportons, une petite scie à hampe, une scie manuelle. Et notre principal objectif est de ne pas endommager le parachute. Mais, comme vous pouvez voir, ces arbres ont beaucoup de sections pointues. Alors, quelque chose va sans doute être abîmé sur le parachute. Voilà. Ne déchire pas. Merde. Beaucoup de zones d'atterrissage sont très petites et il est inévitable de faire des erreurs. Les nouveaux et même les plus expérimentés font très souvent des erreurs alors. Nous apprenons à être compétents dans ce genre de manœuvre de récupération. Le problème, c'est que cela cause des délais. Et lorsqu'il y a un incendie, il faut tenter de l'éteindre le plus rapidement possible. L'idéal, c'est de descendre le parachute très vite. Mais s'il y a un feu à 10 ou 30 mètres plus loin, il faut le laisser là, même s'il s'agit d'un parachute dispendieux. C'est une mauvaise expérience, mais je suis sûr qu'avec du recul, je vais voir tout ça comme un bon apprentissage. C'est ce que j'en retiendrai. Ouais, tu devrais... Ça va rebondir. Bien. Atterrir dans les arbres est fréquent pour les smoke jumpers qui y sont préparés. Le lendemain, d'autres stagiaires expérimenteront cette situation délicate. C'est la dernière journée avant la certification des nouveaux smoke jumpers. Cette fois-ci, les instructeurs ont préparé un scénario réel d'intervention. Les stagiaires auront plusieurs pièges à éviter.
Dans cette zone boisée, on peut voir qu'il y a une rivière qui coule, juste ici, autour de la zone d'atterrissage. Nous avons installé une épreuve, du feu et de la fumée. Nous avons aussi ajouté un facteur vent pour arriver à ajouter un peu de réalisme à l'atmosphère de travail. Ce matin, les stagiaires sont concentrés. La journée va être déterminante pour l'obtention de leur certificat de Smoke Jumper. Les instructeurs, eux, s'attendent à ce que chacun fasse des erreurs. Ils vont faire des erreurs aujourd'hui, qui leur permettront d'apprendre. C'est important d'apprendre de ces erreurs pour pouvoir ensuite s'améliorer. L'erreur la plus courante est l'atterrissage dans les arbres. Une fois de plus, les jeunes pompiers vont devoir s'en tirer. Cette fois-ci, le stagiaire est suspendu aux branches. On lui a appris à s'en sortir tout seul. Les instructeurs se contentent donc d'évaluer s'il a bien assimilé la technique. Avec une sangle légère passée entre les anneaux de son harnais, le stagiaire se fabrique un rappel de fortune. Il descend, accroché à une suspente de son parachute, et semble bien maîtriser la technique. Je vais aller m'occuper du reste et chercher la scie. OK. C'est bien de savoir que ce n'est pas la fin du monde. Ce genre de choses arrive et il est possible de se dépêtrer si on reste accroché à un arbre. Une fois au sol, les pompiers récupèrent tout le matériel dont ils ont besoin pour éteindre les feux. C'est quoi ça? C'est la pompe. Les hommes connaissent bien leur matériel. En effet, pour être stagiaires ici, ils doivent déjà être pompiers feux de forêt depuis au moins 2 ans. Le travail d'un smoke jumper demande aussi de savoir s'adapter à son environnement rapidement. Rien n'échappe à l'instructeur. Si c'était nécessaire et si c'était tout ce qu'ils avaient sous la main, alors ce serait un bon choix. Toutefois, il y a une excellente source d'approvisionnement en eau juste ici, à environ 90 pieds de nous. Après 3 semaines, les stagiaires sont fatigués. Les erreurs toutes simples se multiplient. Vous allez brûler votre tuyau. Vous allez brûler votre tuyau. Ouais, il était un peu nerveux, alors au lieu de faire une côté de l'autre, il a manqué des spots, puis ça va l'air comme notre tuyau, notre hose allait brûler. Mais bon, c'est pas passé. Il faut faire 5, 10, 12 choses en même fois. Puis, toujours penser à la sécurité, puis pas être dans les arbres, puis pas atterrir dans l'eau ou dans le feu. Alors, ouais. Puis plus, il y a 2 personnes en même temps, alors il faut toujours garder une bonne distance. Sinon, c'est pas si bon. C'est la partie la plus importante, je dirais. Parce que si on se frappe, bien là, une collision, puis on tombe probablement plus vite qu'on veut. Être commando feu de forêt comporte de gros risques. C'est pour cette raison que de nouvelles formations pointues sont données chaque année. Après des semaines d'efforts intenses, les 11 stagiaires obtiennent leur certification de Smoke Jumper. En Amérique du Nord ou en Europe, les autorités misent de plus en plus sur ces unités d'élite. Qu'il s'agisse de Smoke Jumpers, du DIH ou du GMP, ces unités sont devenues indispensables à la lutte contre les feux de forêt. Elles permettent de réduire de façon significative les impacts de ces catastrophes devenues de plus en plus courantes.